Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites nous soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Après la visite de la maison, nous sortons pour faire le grand tour du parc paysager en compagnie de Valérie Dupont-Aignan, directrice de la maison Caillebotte. Ce parc de 11 hectares a été dessiné selon les traités d'art des jardins du 19e siècle. Une véritable promenade dans le temps et dans le monde à travers les fabriques qui ont une double fonction, ornementale et utilitaire. Un chalet suisse qui sert de laiterie, une orangerie néoclassique, une ferme ornée, c'est-à-dire décorée, la chapelle de style romano-gothique d'Albert, le frère aîné de Gustave né d'un premier mariage, et bien d'autres fabriques encore. Ce parc gigantesque offre des paysages divers. Du côté de la rivière, qui porte le nom de la ville, Lierre donc, on entre dans une autre ambiance. On enjambe un petit pont de bois, celui-là même qui a inspiré Monet, puis on traverse des sous-bois. Cette promenade nous mène jusqu'au potager, toujours en activité aujourd'hui. À l'époque de Caillebotte, c'est un jardin d'utilité de près de 5500 m², divisé en 4 parties par des murs avec des espaliers, des serres, un hangar et une petite rivière amenant l'eau de Lierre au potager. Alors nous sommes dans le parc maintenant et nous allons découvrir ce parc paysager qui a été dessiné au tout début du 19e siècle selon les traités d'art des jardins en vogue à l'époque. Et donc au fur et à mesure de la promenade dans le parc, on va découvrir des petites fabriques ornementées. Et on a d'abord cette façade devant laquelle nous sommes, la façade ouest de la maison, à colonnade, qui évoque l'Italie et l'Antiquité, avec son bassin et son cèdre sur la droite. C'était un motif qui était assez prisé dans l'art des jardins à l'anglaise à l'époque. Et cette promenade que propose le parc, c'est une promenade dans le temps et dans l'espace. C'est une promenade autour du monde. Et on va y aller là. Le soleil montre le bout de son nez enfin, après la pluie. Donc effectivement, c'est le bon moment pour y aller. À notre droite, c'est donc le chalet. Alors c'est le chalet suisse. Voilà, il faut savoir qu'après l'exèdre qu'on a raté tout à l'heure, c'est l'évocation de la Grèce antique, cet hémicycle qui réunit les penseurs et les philosophes grecs. Le chalet suisse fait face à la maison. Le chalet suisse, c'était en fait la laiterie. Mais quand les Caillebotte sont allés se promener en Suisse, ils ont découvert dans le canton du Valais
les parements extérieurs de ces chalets colorés. Et en rentrant, ils ont eu l'idée de faire ces parements. C'est de la dentelle dans les balcons, de la dentelle dans le bois, très très découpée. Alors certains nous disent aussi que ça leur rappelle des dachas. Nos visiteurs pensent que c'est une datcha et certains nous disent mais oui, c'est une datcha. Alors bon, en tout cas c'est un chalet suisse mais qui peut évoquer beaucoup de choses pour nos visiteurs. Donc c'était la laiterie parce que elle est attenante à la ferme ornée. Exactement, voilà. Donc dans cette partie, dans la cour d'honneur, on a l'entrée de la maison avec l'exèdre et le chalet suisse. Et juste derrière l'exèdre, on a la cour des communs avec la ferme ornée qui était à l'époque l'écurie et l'étable, mais qui devait être ornée aussi, donc décorée de briques roses. Et lui faisait face une volière avec tous les oiseaux, des coqs, enfin c'était la basse-cour en fait, mais il y avait une jolie volière. Et aujourd'hui, la ferme ornée abrite un centre d'art et d'exposition internationale. Voilà. Et le chalet suisse, c'est le salon de thé. Voilà, c'est le Café Gustave qui vient de changer de chef et de propriétaire et que je vous conseille d'aller vite tester. Donc en fait, on peut déjeuner également le midi ? Oui, il est ouvert très très souvent dans la semaine et il est ouvert en salon de thé l'après-midi et le soir aussi pour le dîner plusieurs soirs de la semaine. Donc vous n'avez pas de raison d'échapper. Absolument, on va tester ça alors. Alors là, on se dirige vers l'orangerie. Donc il y a des personnes qui font leur jogging, d'autres promeneurs. J'ai vu aussi ce matin des mamans avec leurs bébés dans les poussettes. C'est vraiment un endroit charmant. Le parc est ouvert en accès libre au public, donc tous les jours, toute l'année. Et puis la maison se visite et les expositions également se visitent. Toute l'année également, non ? Alors les expositions, pas toute l'année parce que c'est des expositions temporaires, oui. mais la maison se visite selon deux saisons. Il y a la saison d'ouverture tous les après-midi sauf le lundi. Et puis entre novembre et mars, c'est ouvert les week-ends seulement. D'accord. L'après-midi. Voilà, alors là nous sommes dans le parc à côté de l'orangerie, qui est une orangerie néoclassique qui avait été implantée là du temps de la conception du parc par Pierre-Frédéric Borel, donc au début du 19e. Et cette orangerie servait à la protection des orangers pendant la période hivernale, puisque elle présente une façade avec de grandes baies très découpées et il fait très bon à l'intérieur. Elle est orientée plein sud, mais en fait, pour les expositions, on a un système d'occultation totale des vitres pour pouvoir accueillir les œuvres dans des conditions optimales. Vous avez 2 lieux d'exposition alors ? Alors en fait, on a la ferme ornée qui est devenue le centre d'art et d'exposition. Et puis on a l'orangerie qui au départ n'était pas une salle d'exposition mais qu'on a utilisée comme telle parce que son accès de plein pied dans le parc est assez intéressant pour des artistes et même pour les visiteurs. C'est un accès libre en plus, l'accès est gratuit. Donc et le lieu à l'intérieur est aussi charmant à composer, à recomposer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise comme lieu d'exposition.
Bon, je vous propose peut-être de prendre la passerelle qui mène à la rivière et qui enjambe la fausse rivière. Et cette passerelle a été vue par Monet, l'ami de Caillebotte, lorsqu'il venait le voir à Hyères, et notamment en 1876. Et il lui a donné l'idée aussi de créer sa passerelle japonaise à Giverny, dans son style à lui, puisqu'il a créé une passerelle japonaise, alors que celle-ci est une passerelle plutôt 19e. Ouais. Mais c'est toujours l'eau, la rivière, la fausse rivière, enfin tous ces motifs qui inspirent ces artistes. La fausse rivière était également là du temps de Caillebotte, Gustave, ouais. oui. Et là, on a la vraie rivière. Alors là, c'était un bras de rivière. C'est un bras de rivière. Qui faisait une boucle. Et là, on a la rivière, le long de laquelle Gustave Caillebotte a beaucoup peint. Parce qu'on a même une application pour retrouver les points de vue que Gustave Caillebotte a peint. Et on peut se regarder en réalité augmentée les tableaux et puis retrouver les points de vue exacts. Alors voilà, la rivière, là quand on voit l'eau avec tous les reflets de ces arbres à toutes les périodes de l'année, c'est un enchantement. Pour un artiste, c'est un enchantement. Et d'ailleurs, quand les artistes viennent exposer ici et tout, ils sont toujours enthousiasmés par ce lieu. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance de travailler là. Oui, pour moi, c'est vraiment un lieu effectivement du 19e. Oui. On se sent alors pas dans le siècle dernier, mais le siècle d'avant. Oui, il y a quelques années, on pouvait encore le dire. Oui, mais c'est là... ça. Maintenant, on ne peut plus. Alors là, on peut faire un petit peu de barque. Alors là, on est à l'embarcadère. Voilà, c'est un embarcadère qui a été reconstruit là, mais c'était le lieu de l'embarcadère des Caillebottes. Il y avait un deuxième embarcadère un petit peu plus loin, en aval de la rivière, et on pouvait faire de la barque. Alors là, évidemment, tout le long de ce parcours, Caillebotte a peint ses frères, ses cousins, ses amis en train de plonger, en train de faire de la barque, un petit peu en aval aussi. Il a peint le dernier tableau qui vient d'être acquis pour le musée d'Orsay par la Fondation Vuitton. Tous ces canotiers, la partie de bateau, enfin tous ces tableaux autour du thème de l'eau et de la rivière. D'accord. Voilà, vous y êtes là, on est on peut sous imaginer les arbres. là, pas l'imaginer prendre ça. On met notre maillot rayé et on plonge. C'est ça. Oui, je vois très bien ce tableau de l'homme qui plonge dans la rivière avec son maillot rayé, effectivement. Voilà, il y a les baigneurs et puis il y a la partie de pêche aussi, et puis alors il allait ces périssoirs sur l'Yerre. Alors il allait jusqu'où là avec sa barque? Là, quand on continue, on arrive jusqu'à la Seine, hein, parce qu'on est en aval, c'est la Seine, et donc il allait jusqu'au bout d'une écluse, d'une petite écluse qu'il y a au bout qui donne avant la Seine. Donc il pouvait canoter, mais c'est vrai que la rivière est pas immense, et quand on voit les tableaux, on a l'impression que la perspective est gigantesque. Mais ça, c'était Caillebotte. Il transforme un peu la réalité. Mais le parc est un parc de 11 hectares où on peut encore se promener le long de ce chemin de ceinture là et flâner en regardant les espèces et en découvrant les sous-bois aussi. Oui, c'est vraiment très joli, un peu diversifié en plus, c'est ça que j'aime bien. Là, on est dans un endroit qui est différent de la première partie du parc. Là, c'est plus c'est boisé. Les sous-bois. Et d'ailleurs, Caillebotte a peint des sous-bois aussi dans cette partie-là. Et notamment pendant la période où il était juste après la garde mobile, et en 1870.
Il a peint pas mal de sous-bois ici. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est classé par l'association Arbres Remarquables aussi. Et on est en attente du label aussi du ministère de la Culture de Arbres Remarquables. Et il y a beaucoup d'arbres d'espèces assez rares. Voilà. Et c'est contemporain de son époque à lui ou Oui, pas forcément mais on a des arbres qui sont plus vieux, mais bien sûr, mais on peut penser qu'il en a vu quand même beaucoup. Ces arbres, parce que le paysage n'a pas changé. Quand on retrouve les promenades, il a très peu changé. Alors ici, devant le potager, il y avait ce qu'on appelle un jardin de roses. Et donc là, on est en train d'élaborer un projet pour restituer ce jardin de roses devant le potager. D'accord. Et pourquoi on n'appelle pas ça une roseraie? Jardin de roses, non? C'était un jardin de roses, voilà. D'accord, ok. Mais je crois que la roseraie, ça a aussi un aspect... les espèces peut-être. Avec des espèces. Là, c'était un jardin de roses. D'accord, donc là, il y avait plein de roses. Plein de rosiers sur cette... Avant le potager où on arrive maintenant. Gustave Caillebotte a peint le potager et ses abords à plusieurs reprises. On dénombre environ 8 tableaux. Regardez celui appelé Les Jardiniers avec les cloches en verre et visitez le potager. On s'y croirait, non? Sachez également que notre Gustave était aussi amateur de jardinage. Il s'est beaucoup intéressé aux plantes rares et aux orchidées. Une autre passion qu'il partage avec son ami Claude Monet et qu'il développe plus tard dans son jardin du Petit Gennevilliers. Bienvenue au potager Caillebotte. Ici, quand on arrive au potager, on a ce carré fleuri qu'on voit moins maintenant parce que ça a beaucoup poussé. Oui. Mais c'est le carré fleuri, c'était l'endroit dans les potagers des grandes maisons bourgeoises où on plantait les fleurs qu'on allait présenter dans les bouquets sur les tables de la maison. Voilà, alors on a différentes espèces là que vous voyez. Les dahlias, vous disiez qu'il aimait les dahlias. Il y a beaucoup de dahlias, il y a une très belle collection de dahlias, je crois que c'est plus tellement la saison là, mais c'est une très belle collection de dahlias aussi qu'il y a ici. Vous allez voir aussi l'alignement des cloches en verre que Caillebotte a peint dans son tableau Les Jardiniers, parce que les cloches en verre permettent de conserver l'humidité et de concentrer aussi les rayons du soleil voilà, alors on va arriver là et vous allez vous retrouver dans un tableau de Caillebotte. Il faut qu'on se mette pieds nus comme les jardiniers avec leur chemise de lin. Ouais. Pour remonter le temps, vous voyez. Ouais, c'est très joli. Et alors là, l'association Potager Caillebotte fait un travail remarquable parce qu'ils sont là tous les jours, ils entretiennent. Vous voyez, là, on a des carottes qui sont en train de pousser. Les tomates aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est du céleri, ça? Ça a l'air. Ouais. Oui, ça a l'air d'être du céleri. Il n'a pas encore beaucoup grossi. Et puis là, vous avez toutes les coloquintes, les cucurbitacées, des poireaux. Ouais. Les poireaux qu'on voit. Ah oui, on les voit pas beaucoup, mais pousser d'habitude. Mais là, on se rend bien compte. Et puis des fleurs aussi, parce qu'ils mélangent aussi. Ils alternent les parcelles avec des fleurs. Et là, les dahlias. Voilà. Ah oui, plein de différentes sortes de dahlias. Oui. Ça, vous avez des dahlias magnifiques. Ah oui, ils sont magnifiques. Ouais, c'est des grosses fleurs violettes, là. Très, très jolies. Et ça, ces fleurs, c'est quoi? Ça, c'est des œillets, non? Ça, c'est des œillets d'Inde, je crois. Oui. Ah oui. C'est très, très joli, toutes ces couleurs. Oui, des aubergines qui poussent en arbuste. Et puis tous les pommiers en
en espalier Ah oui, c'est qu'on a fait installer là aussi grâce aux croqueurs de pommes et à une autre association qui travaille avec eux et qui a réalisé toute cette... Et là, je trouve que ça a bien poussé. Et ça, c'est très très beau. Hein. ça habille beaucoup le mur du potager. Oui, puis les fleurs au pied des... Oui, les Des- capucines. Ah oui, ce Serre sont à des caillebotte. capucines. D'accord. Eh ben, Voilà. c'est très joli au pied des arbres fruitiers comme Oui. ça. Parce qu'elles ont un orange vraiment en feu. Ah oui. Et là, on a alors dans le potager qui ne représente aujourd'hui qu'un tiers de ce qu'il était du temps de caillebotte, on peut voir l'emplacement d'une serre. On peut retrouver une autre serre qui est encore utilisée aujourd'hui. Et là, le moteur du puisard qui permettait de récupérer l'eau dans la petite rivière attenante. Voilà, le potager continuait jusqu'au peuplier. Alors, dans les années 60, une autre partie cette propriété-là a été lotie et donc a été construite, mais on a réussi à garder toute cette partie du potager en état. Ah, c'est Et- vraiment heureux. Hein. Et l'association Oh, il y a travaille une grenouille, aussi. hein. Les Vous avez grenouilles, vu elles sont peut-être des ancêtres qui étaient là du temps de caillebotte. Avec toutes les lentilles sur elles. Ah oui, Oh, elles mais sont vraiment il y a camouflées. Hein. Il y a toute une famille là. Oui. Et de tailles diverses. Ah oui. Et puis là, les rosiers aussi, qui terminent la saison, mais qui font de très très belles fleurs là. Et alors cette parcelle, c'est une parcelle scolaire parce que l'association, par l'intermédiaire de la ville, invite les enfants des écoles à venir exploiter une parcelle chaque année. Donc il y a une classe qui vient régulièrement et qui a sa parcelle. Et ils étudient à la fois la C'est culture. vraiment merveilleux. Hein. Il faut un beau travail. Et je vois que Oui. là, ça a poussé partout. Ouais. Les citrouilles. Voilà. Elles ont une drôle de forme, les citrouilles. Mais bon. Et Il y a différents types. Hein. Le volubilis aussi. ah ouais, non, c'est très 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 beau. Alors le son que vous entendez vient en fait de l'œuvre de Marie-Noël de la Poipe, qui est une sculpteur belge. Cette œuvre qui s'appelle Photosynthesis à côté de la chapelle, elle a été faite avec ce son. Ce son, c'est la captation du son réel des arbres entre eux qui se disent qu'il y a un danger parce qu'on va manquer d'eau. Alors le son est organisé en 4 temps. D'abord, on entend les oiseaux, la vie de la forêt, des parcs et tout. Ensuite, on entend le bruit que fait la pompe de l'arbre pour capter l'eau et l'oxygène dans la terre et dans l'eau. Et puis, la troisième partie, celui-là, c'est l'état gazeux, c'est-à-dire que l'eau vient à manquer, l'arbre s'affole, il communique avec les autres et il va se mettre en danger de mort, en fait, parce qu'il est en danger de mort et il est très stressé. Et vous allez entendre la dernière partie où finalement il pleut et la vie reprend pour l'arbre et le danger est écarté. Voilà, cette œuvre se présente comme un végétal avec des fils d'acier qui ne se croisent pas, mais c'est surtout un travail sur le vide et sur la quintessence de l'œuvre d'une sculpteur, c'est de travailler sur le vide. Mais voilà, donc cette œuvre faisait partie d'un tout qu'on avait exposé dans l'Orangerie en 2021. Et la maison Caillebotte et la mairie ont acquis cette œuvre pour l'implanter à côté de la chapelle. Alors la chapelle, c'est la chapelle
qu'a créé le père de Martial Caillebotte et de Gustave, qui s'appelait aussi lui-même Martial. Et il l'a créé pour le fils aîné qui s'appelait Alfred et qui était prêtre. À l'époque, quand ils ont pris la maison, c'était une autre pièce d'ornementation qui était là, c'était une pièce d'eau. Et finalement, ils ont construit cette chapelle à la place en la surélevant un peu. C'est une chapelle romano-gothique et les décors intérieurs ont inspiré ensuite la chapelle Sainte-Anne qui est dans l'église Saint-Georges de la Villette où a été le prêtre Alfred Caillebotte. Donc il y a toujours un petit clin d'œil, vous voyez, entre la vie de chacun des membres de la famille et puis leur fonction aussi. Voilà, alors avant de retourner à la maison, on va passer devant la chaumière normande, qui est aussi une petite fabrique d'ornementation à but utilitaire, puisqu'elle abrite les outils, comme au XIXe siècle, et elle surmontait aussi une glacière qui était à but utilitaire aussi, à la fois pour le restaurateur, mais aussi pour la famille Caillebotte, quand ils ont repris la maison. À côté de la chaumière, nous avons un kiosque oriental qui évoque l'Orient, la route de la soie. Donc c'est une petite pagode qui surmonte une rocaille. Et quand on pénètre à l'intérieur de la grotte, on peut trouver le puisard de 7 mètres avec toute la profondeur qu'il lui fallait pour mettre des pains de glace et de la paille et pour conserver les fruits et les légumes et la viande pour toute la saison des Caillebotte à Hyères. Donc là, nous retournons vers la maison et nous venons de passer les parterres de Caillebotte fleuris. Le banc couvert japonais sur votre droite, c'est un banc couvert qui a été installé après l'exposition universelle de 1867, où Paris découvre le Japon et l'art du Japon aussi, et puis la culture. Donc sous le banc couvert au Japon, les invités attendent la maîtresse de maison avant la cérémonie du thé. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aussi au japonisme et à l'exotisme. Et ça s'appelle le Horitsi. D'accord. Pour les Japonais. Est-ce que la propriété telle qu'on la voit aujourd'hui, enfin le domaine, était dans la même superficie avec les mêmes éléments que ceux de l'époque de Caillebotte, à part le potager qui a été réduit, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Oui, voilà, il y a une petite partie après ce qu'on appelle la seconde prairie qui a été réduite avec le potager, mais sinon rien n'a changé. Et en fait, vous retrouvez exactement les mêmes paysages, les mêmes arbres, voilà, qui ont poussé sans doute un peu. Mais c'est vraiment l'univers qu'a connu Caillebotte et qu'ont connu aussi tous les membres de sa famille ici. Oui, donc ce qu'on découvre aujourd'hui, là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est son univers, son environnement de l'époque. Absolument, voilà. On vous plonge dans la vie au 19e de cet artiste et de sa famille, dans un havre de paix, parce que c'est là qu'il venait retrouver aussi la quiétude, une autre manière de se relaxer, parce qu'il n'était pas habillé comme nous. Mais il profitait aussi des joies de la rivière, en tout cas pour les garçons. Il profitait bien de la rivière dans laquelle on pouvait se baigner sans problème à l'époque. Ouais. Et là, cette bâtisse-là, c'est à l'entrée du domaine. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la maison du Suisse. C'est ce qu'on appelait la maison du Suisse. C'est les communs et la maison du gardien. Et aujourd'hui, on a encore plusieurs personnes qui gardent la maison, qui habitent là. Peut-être que l'on peut évoquer maintenant
la fin de sa vie? Alors, Caillebotte a une vie assez courte finalement, puisque quand il quitte Sierre, c'est qu'il a perdu plusieurs membres de sa famille. Donc il va s'installer au Petit Gennevilliers en même temps qu'il vit à Paris avec son frère. Et au Petit Gennevilliers, où il va beaucoup s'intéresser aux plantes, à la navigation et à ses fleurs, il va avoir malheureusement une atteinte cérébrale en février 1894 et il va mourir brutalement. Alors comme son petit frère René était mort brutalement quand Caillebotte avait lui-même 28 ans, il avait déjà rédigé un testament et comme il était collectionneur, il avait demandé que l'État français puisse, s'il acceptait son legs, présenter toutes les œuvres de ses amis impressionnistes en même temps dans un lieu prestigieux et que également une somme soit allouée à l'organisation d'une exposition impressionniste en 1878. Bon, finalement, il est revenu là-dessus parce qu'il a vécu davantage que 1878. Mais juste après la mort de son frère, il était hanté par la mort et par cette tragédie. Mais son legs va présenter près de 67 tableaux, dont aucun de lui-même. Et ces tableaux vont être malheureusement refusés par l'État français parce que ça ne correspondait pas du tout au goût de l'époque. Et puis parce que aussi il n'y avait pas de simèse suffisante pour accueillir tous les artistes en même temps, à la décharge quand même de l'État. Donc le legs est refusé. Seule une petite quarantaine d'œuvres, même moins que, sont acceptées. Et l'exécuteur testamentaire, qui est Renoir, avec le frère de Gustave Martial, vont rajouter les raboteurs de parquet dans le legs pour qu'il y ait au moins une œuvre de Caillebotte et des toits de Paris aussi. Voilà. Donc ce legs va être exécuté au bout de nombreuses années et les tableaux de Caillebotte ne vont pas être montrés tout de suite. Les tableaux devaient être présentés au musée du Luxembourg et ensuite au musée du Louvre. En fait, c'était les artistes vivants qui étaient présentés au Luxembourg et les artistes décédés après au Louvre. Mais même du temps des artistes vivants, il fallait un certain temps pour pouvoir être exposé dans un musée. Et l'audace de Caillebotte était importante formellement sur la forme des tableaux, mais aussi sur le principe même. Mais c'est vraiment grâce à lui que l'histoire de l'art de l'impressionnisme a pu être celle qu'on connaît aujourd'hui, parce que s'il n'avait pas soutenu de leur vivant tous ses amis, s'il n'avait pas imposé ce legs qui a été refusé, qui a été aussi un peu une jurisprudence peut-être pour les musées, voilà, on aurait sans doute une autre histoire, mais c'est important qu'en France, on ait un corpus de tableaux impressionnistes, parce que beaucoup sont partis aussi aux États-Unis. Les Américains préféraient cette peinture à l'époque, ils aimaient davantage cette peinture que nous, et ils ont su peut-être apprécier avant nous ces œuvres-là. Alors, Caillebotte aurait eu un AVC, ce qu'on appelle aujourd'hui un accident vasculaire cérébral, ou alors il serait mort peut-être des suites d'une énorme bronchite parce qu'il aurait attrapé froid, il aurait pris froid dans sa serre en février. En tout cas, toujours est-il qu'il a eu une grande poussée de fièvre et qu'il est décédé brutalement. Il est mort en 1894, alors que Monet, lui, commençait à être au sommet de sa gloire en 1894, et Caillebotte n'a été reconnu par le grand public, enfin connu surtout du grand public, en 1994. Donc vous voyez, pour le grand public, on a 100 ans à rattraper par rapport à la notoriété de Monet, qui était aussi un artiste
magnifique, mais Caillebotte le valait. S'il avait vécu plus longtemps, comme le disait Monet, il faisait partie des plus grands. En visitant le domaine Caillebotte de Hyères, on comprend pourquoi Gustave a été tant séduit par ce lieu, une grande source d'inspiration artistique. C'est assez grisant de réaliser que le lieu est très semblable à celui qu'il a connu et peint de nombreuses fois. Un peu comme une plongée dans ses œuvres. Faites l'expérience vous-même et racontez-moi. C'est ici que s'achève le cycle Caillebotte, mais nous nous retrouvons très prochainement pour aller visiter la maison d'Émile Zola. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.